Une fillette de 8 ans entre dans le magasin d'une station-service. Un événement très commun, tant ce lieu brasse du monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourtant aujourd'hui, ce qui se produit est rarissime. Peut-être même que cela ne s'est produit qu'une seule fois dans ces conditions. La fillette a beaucoup d'espoir quand elle franchit le pas de la porte. Les employés du magasin pourraient avoir un rôle important à jouer. Mais pour comprendre, il faut remonter le cours du temps. Tout proche de la frontière canadienne, coincé entre les États de Washington et du Montana, se trouve le comté de Kootenay, sur le territoire de l'Idaho. Ce coin des États-Unis n'est pas le plus survolté. Là-bas, c'est en grande partie la nature qui impose le tempo de la vie. Les montagnes rocheuses traversent l'État, tout comme des canyons, au moins aussi impressionnants que leurs homologues du côté du Nevada. Les forêts ne sont pas en reste non plus, puisqu'elles couvrent près de 41% de la surface du territoire. La nature domine, et ce n'est pas près de changer, mais il y a tout de même de la présence humaine naturellement. C'est le début de semaine, nous sommes le lundi 16 mai 2005, un léger crachin s'abat sur le comté de Kootenay, et l'un des habitants a la désagréable surprise de découvrir une camionnette de couleur blanche garée sur sa propriété. Il ne la reconnaît pas, elle n'appartient ni à ses amis, ni à ses voisins, et cela l'agace. L'Idaho est suffisamment vaste, avec de l'espace pour stationner, que l'homme trouve un peu fort qu'une personne sans gêne s'incruste ainsi sur son terrain. Il saisit donc son téléphone et appelle la police pour signaler le véhicule indésirable. L'opérateur, à l'autre bout de la ligne, demande ce qu'il se trouve à l'intérieur du véhicule. L'homme jette un œil mais ne fait pas de grandes découvertes. Il y a une hachette et ce qui apparaît être une petite caisse à outils. C'est noté, dès lors qu'une patrouille sera disponible, quelqu'un passera vérifier cette camionnette, mais il n'y a pas d'urgence. En tout cas, c'est ce que l'on croit. Ce même jour, les heures s'écoulent. L'homme décide finalement de franchir les quelques mètres qui séparent sa propriété pour se rendre sur celle de ses voisins. Il connaît bien leurs 3 enfants, Slade, Dylan et Shasta Grony. Il aimerait leur proposer de tondre sa parcelle de pelouse contre une poignée de dollars, comme c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises par le passé. Quelques minutes plus tard, au lieu de cela, l'homme rappelle les urgences. L'opérateur au bout de la ligne sait qu'un contact a déjà été établi quelques heures auparavant à propos de cette mystérieuse camionnette blanche, et s'attend à ce que ce soit le sujet de l'appel, mais pas du tout. L'homme répond que ce véhicule n'a rien à voir avec l'objet de son coup de téléphone. Quand il s'est rendu devant la porte de la famille Grony pour demander aux enfants de tondre sa pelouse, il a remarqué une forte quantité de sang à l'entrée. Il a tenté de communiquer sans pénétrer à l'intérieur du domicile, mais il n'a obtenu aucune réponse. Cette fois-ci, il y a bel et bien urgence. La police ne tarde pas pour se rendre sur le lieu d'un incident qui pourrait bien s'avérer gravissime pour la région, peu habituée à ce genre d'événement. Quand les agents se présentent, l'homme indique qu'il est le propriétaire de la maison qu'il loue à la famille Grony, composée de Brenda, âgée de 40 ans, son compagnon, Mark Mackenzie, 37 ans, et de 3 enfants que Brenda avait eus avec un précédent conjoint, Slade, 13 ans, Dylan, 9 ans, et la cadette, Shasta, 8 ans. L'homme les oriente ensuite vers la maison concernée. Les policiers ne se dirigent pas immédiatement vers la porte d'entrée. Le terrain est assez grand et la situation pourrait potentiellement être grave. En avançant, ils contrôlent donc ce qui se trouve sur cette propriété et découvrent un véhicule familial, certainement celui des personnes vivant dans ce logement. En un rapide coup d'œil, sont repérés des impacts de balles sur la lunette arrière de la voiture. De quand date-t-il ? Impossible à savoir, mais il pourrait être assez récent. Une hypothèse qui devient de plus en plus crédible quand un fusil est détecté à l'intérieur de l'habitacle. Les policiers prennent note, puis continuent d'avancer, arme à la main, pour atteindre cette fameuse porte d'entrée. À leur tour, ils remarquent les taches de sang qui ornent l'entrée comme leur avait signalé l'homme, mais du sang est aussi découvert à l'extérieur sur le chemin menant au domicile. Tout comme le propriétaire quelques minutes auparavant, les agents de police essaient de faire réagir les habitants de ce logement en s'annonçant et en espérant une réponse, bien qu'elle soit peu probable. Comme attendu, c'est le silence le plus total. Alors, ils contournent le petit bâtiment afin de vérifier l'accès arrière. À leur surprise, la porte est ouverte. C'est l'occasion d'entrer afin de vérifier qu'aucun résident de cette maison n'a besoin de secours. Les forces de l'ordre, toujours armes à la main, pénètrent dans le silencieux domicile.
L'atmosphère est tendue. Elle le devient encore un peu plus quand un des agents se retrouve face à un cadavre dans ce qui semble être la cuisine. À première vue, il s'agit d'un adolescent dont le corps repose face contre terre, mais ce n'est pas tout. Ses mains sont liées dans son dos à l'aide de rubans adhésifs. Sa bouche également en est recouverte. L'état de ce jeune garçon démontre clairement une séquestration suivie d'un meurtre. Cet endroit devient officiellement un lieu du crime qui apparaît avoir été particulièrement violent. Après avoir vu une telle chose, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres cadavres dans la mesure où 5 personnes résident à cet endroit. Les policiers progressent prudemment dans le reste du logement. Un autre cadavre tout proche du premier est découvert entre la cuisine et le salon. Cette fois-ci, la victime est adulte. Comme le jeune garçon retrouvé quelques secondes auparavant, elle repose face contre terre avec les mains attachées dans son dos, non pas avec du ruban adhésif, mais à l'aide de colliers de serrage en plastique. Le ruban adhésif a été utilisé en revanche pour maintenir fermement ses chevilles ensemble. L'horreur continue, avec une troisième dépouille découverte dans le salon. C'est un homme, face contre terre, les mains attachées dans le dos par des colliers de serrage, tout comme ses chevilles. Ce qu'il s'est passé entre ces murs est effroyable. La réalité est certainement bien pire que ce que peuvent imaginer les policiers. Une chose étrange cependant, le décompte des victimes se stoppe à 3. Les agents de police ont beau fouiller de fond en comble la maison, il n'y a personne d'autre ici. Seuls les corps de Brenda, Mark et le jeune Slade sont présents, ce qui signifie que Dylan et Shasta sont peut-être encore en vie. Cette possibilité n'est pas à exclure totalement. En se renseignant, les policiers apprennent que les enfants séjournent souvent chez des amis de la famille. Peut-être que les deux plus jeunes étaient justement loin de la maison lorsque le drame est survenu. Cependant, il ne faut pas céder à la désorganisation et la précipitation qui pourraient conduire à commettre une erreur. Alors, les enquêteurs se basent sur les éléments dont ils disposent pour non seulement tenter de résoudre le mystère derrière ce triple homicide, mais surtout pour retrouver les enfants disparus. La propriété est donc fouillée à la recherche d'indices, tout comme la voiture présente sur le terrain que les policiers avaient simplement inspecté de l'extérieur. Et puis, ils ont la confirmation que la situation est alarmante quand le père biologique des enfants, Steve Groney, entre en contact avec les autorités, inquiet à leur sujet, n'ayant lui-même aucune idée de l'endroit où il pourrait se trouver. Compte tenu des circonstances, les enquêteurs placent en tête des éventualités l'enlèvement, dans la mesure où les 3 victimes découvertes dans la maison ont été ligotées et bâillonnées, ce qui laisse penser à un acte prémédité. Mais surtout, c'est la caractéristique des enfants enlevés qui fait pencher la balance en faveur de cette théorie. Dylan et Shasta ont quasiment le même âge, 9 et 8 ans. Ce sont les enfants les plus jeunes de la fratrie, et il se pourrait bien que pour cette raison, le tueur se soit transformé en ravisseur, et peut-être que les 2 frères et sœurs étaient l'objectif de cette attaque brutale. L'urgence de la situation conduit les policiers à lancer une double alerte enlèvement concernant Dylan et Shasta Groney. Les recherches sur les lieux sont élargies intégrant les bois entourant la propriété. Peut-être que le tueur s'est débarrassé des enfants à l'extérieur, ou bien se sont-ils échappés, mais il faut rester lucide, il se peut que les 2 enfants soient morts. Les recherches ont beau être minutieuses, elles ne donnent rien pour le moment. Entre-temps, une équipe scientifique de la police est arrivée sur les lieux afin d'examiner cet endroit macabre. Il y a du sang partout. Des petites gouttelettes à la forme légèrement ovale sont décelées sur des murs et des meubles. Cette trouvaille est intéressante, parce qu'elle permet de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Normalement, lorsqu'une goutte de sang coule, elle forme immédiatement un cercle presque parfait. Mais ces gouttelettes montrent que quelqu'un a manié un objet recouvert de sang et a fait un geste brusque propulsant le liquide humain, ce qui explique la forme légèrement ovale. Plusieurs larges traces de sang démontrent que le tueur s'est visiblement déplacé dans la maison après avoir attaqué ses résidents. L'une des chambres fait d'ailleurs froid dans le dos, tant la quantité de sang retrouvée sur le lit est phénoménale, prouvant encore un peu plus la sauvagerie de l'agression. Du sang est retrouvé partout. Il y a des brins d'herbe, parfois, qui sont mêlés à ce fluide humain, laissant penser que l'attaque venait de l'extérieur. Manifestement, ce n'est pas un ami qui logeait dans la maison, ou en tout cas quelqu'un qui vivait ici. C'est une bonne information, puisqu'il y aurait du passage régulier dans la maison, d'après les informations que la police a pu récolter. Le seul endroit épargné est le grenier, mais il n'est pas dénué d'indices, puisqu'il y est découvert un collier de serrage en plastique, identique à ceux utilisés pour attacher les victimes.
Le médecin légiste, qui se penche sur les dommages qu'ont subis ces 3 personnes, corrobore la version de l'équipe scientifique qui a supposé qu'un objet contondant avait été utilisé lors de l'attaque, notamment grâce à l'analyse des gouttelettes de sang retrouvées. Le jeune garçon de 13 ans, Slade, a de nombreuses blessures au niveau de son corps, mais les plus graves se trouvent sur son crâne, et il apparaît qu'elles ont été causées à l'aide d'un objet contondant. C'est ce qui a entraîné la mort de celui-ci. Pour Brenda, sa mère, constat similaire. Elle a perdu la vie suite à de violents coups au niveau de sa tête. Ce qui est terrible dans le cas de cette dernière est l'acharnement dont a fait preuve le meurtrier. Son visage est méconnaissable. Le médecin légiste a pu confirmer son identité uniquement à l'aide de tatouages reconnaissables sur son corps. Mark, quant à lui, a connu le même sort, mais sur son corps, des gouttes de sang bien circulaires sont observées. Cela laisse supposer 2 choses. Soit quelqu'un était encore en vie après l'attaque et a tenté de passer par-dessus son corps, soit le tueur, recouvert de sang, a enjambé sa dépouille. Quoi qu'il en soit, l'homme a également été battu à mort. Les marques sur son corps sont encore plus distinguables que sur les autres victimes. Le médecin légiste en est certain à présent. L'arme du crime est un marteau à la tête arrondie. Même si les forces de l'ordre n'ont absolument aucune idée de l'identité du meurtrier, tous ces indices sont cruciaux afin d'élucider cette tuerie. Mais l'urgence première reste de mettre la main sur les 2 enfants disparus, Dylan et Shasta. Compte tenu de la situation, les équipes de police du comté de Kootenay préfèrent mettre toutes les chances de leur côté, si par bonheur il y avait encore une probabilité que Dylan et Shasta soient en vie. C'est tout logiquement que le FBI, après sollicitation des autorités locales, entre dans la danse. Bien entendu, une telle affaire prend immédiatement une ampleur nationale avec les médias qui s'emparent de l'histoire en relayant le visage des 2 enfants aux 4 coins du pays, ainsi que les avancées des recherches en temps réel. Dans ce genre de cas, lorsque des enfants sont enlevés, il est fréquent que des proches soient impliqués. Les enquêteurs passent des jours entiers à interroger tous ceux qui ont pu côtoyer de près ou de loin cette famille de l'Idaho. Mais ils prêtent une attention particulière au père biologique Steve Groney. S'ils le font, c'est parce qu'il s'avère que celui-ci s'est disputé avec Brenda quelques jours avant les meurtres à propos de la garde des enfants. Il est également passé dans les médias où il a demandé à ce que le ravisseur de ses enfants les libère sans leur faire de mal, précisant que ni Dylan ni Shasta n'étaient impliqués. Mais qu'a-t-il voulu dire par là? Cela intrigue suffisamment les policiers pour faire passer Steve Groney au détecteur de mensonges. Plusieurs questions lui sont posées, les premières pour calibrer l'appareil, les suivantes pour entrer dans le vif du sujet. Les résultats ne sont pas ceux attendus par Steve Groney, puisqu'il a échoué à ce test. Évidemment, dans la foulée, c'est un interrogatoire sous haute pression que subit le père biologique, qui ne craque pas. Et cette fois-ci, ce sont les enquêteurs qui sont remplis de doutes. Ils ont suffisamment d'expérience pour faire rompre les défenses des personnes qu'ils questionnent. Mais dans ce cas, impossible. Alors, avant d'en remettre une couche, ils examinent en profondeur son alibi. Steve aurait été chez lui au moment où les meurtres se seraient déroulés, c'est-à-dire dans la petite matinée du 6 mai. Et effectivement, après vérification, il dit la vérité. Il est donc écarté de tout soupçon. Les enquêteurs en charge de l'affaire ne lâchent pas pour autant la piste d'un proche qui serait le ravisseur, et continuent d'interroger autant de personnes qu'ils le peuvent, en vain. Il n'y a aucune piste qui émane, et l'investigation se dirige tout droit vers une impasse. Pourtant, les policiers sont persuadés qu'il ne s'agit pas d'un crime commis par un simple rôdeur. Les colliers de serrage, l'enlèvement des enfants, mais surtout la brutalité de l'attaque, ne correspondent pas au schéma d'une agression soudaine alimentée par une pulsion, mais plutôt à une sorte de vengeance de quelqu'un qui éprouve de la haine envers ces personnes. Tout ceci est trop personnel, le meurtrier doit avoir un lien avec la famille, d'autant plus qu'aucun objet de valeur ne semble avoir été dérobé. Mais ils sont incapables d'en faire la démonstration, et puis voilà une empreinte digitale. Un jour avant les meurtres, la famille avait reçu plusieurs invités pour partager un moment convivial autour d'un barbecue. Sur la porte d'entrée, une empreinte digitale n'appartenant à aucun des membres de la famille est découverte. Robert Luttner est la personne à qui appartient cette empreinte. Cet homme se trouvait au barbecue. Par conséquent, il connaît la famille, il était en contact avec ces gens peu de temps avant l'attaque, et il devient nécessairement un suspect dans cette affaire. Pas parce qu'il était présent au barbecue, mais parce qu'il a un casier judiciaire, qu'il est endetté auprès de Mark et Brenda, et surtout, il est impossible de lui mettre la main dessus quand les policiers tentent de le trouver pour discuter avec lui.
Les soupçons prennent une ampleur supplémentaire lorsque les enquêteurs s'adressent à son contrôleur judiciaire, puisqu'il bénéficie d'une libération conditionnelle. Et ce dernier annonce qu'il a quitté la ville peu après les meurtres. Bonne nouvelle cependant, le contrôleur judiciaire devrait être capable de le joindre pour lui demander de revenir se présenter aux policiers. À moins que Robert Leutner ne se soit envolé dans la nature. Mais ce n'est pas le cas, il répond à l'appel et accepte l'interrogatoire. Les enquêteurs à ce stade imaginent deux scénarios. Le plus optimiste est la résolution de l'affaire. Le suspect a compris qu'il n'irait pas bien loin et il s'apprête à tout avouer. Le plus pessimiste, il est innocent et compte bien le démontrer. L'homme subit un rude interrogatoire, mais il ne lâche pas de terrain, insistant sur le fait qu'il n'est en rien mêlé à cette tuerie. Comme avec Steve Grony, les enquêteurs procèdent à des questions sous surveillance du détecteur de mensonges qui ne décèle rien. Et finalement, Robert Leutner dispose d'un alibi. Il est écarté de la liste des suspects. Les espoirs de retrouver vivants les deux enfants disparus s'effondrent totalement quand plusieurs jours d'abord, puis plusieurs semaines ensuite, s'écoulent sans la moindre nouvelle de ceux-ci. Le lundi 16 mai 2005, il est 6 heures du matin, c'est l'aube dans l'Idaho et la majorité des habitants de l'État dorment paisiblement. La petite Shasta Grony, qui n'a que 8 ans, ne fait pas exception et se repose tranquillement dans sa chambre. Son sommeil est brisé par sa mère, Brenda, totalement paniquée, qui fait une entrée fracassante dans la pièce, sans manquer de surprendre Shasta, mais de l'effrayer surtout. La petite fille n'avait jamais vu sa mère dans un tel état, encore moins à 6 heures du matin, et comprend aussitôt que la situation est étrange. C'est même très clair quand Brenda annonce à sa fille qu'il y a un homme dans la maison et qu'il exige que toute la famille se rende dans le salon. Shasta ne peut rien faire d'autre que subir et suit sa mère, anxieuse. Dans le salon, il y a effectivement cet homme dont lui a parlé Brenda. Il se tient debout, il a l'air menaçant et le fusil qu'il tient entre ses mains n'aide pas à atténuer ce sentiment. À peine la mère et la fille ont-elles franchi la limite du salon que l'homme les enjoint de se mettre au sol, face contre terre. Shasta est inquiète. Elle ne voit pas Mark ainsi que ses deux frères, pourtant ligotés et bâillonnés à l'aide de rubans adhésifs et des colliers de serrage. L'homme d'ailleurs fait de même avec elle et sa mère. Bien qu'elle ne les aperçoive pas, la petite fille entend la voix de Mark criant qu'il n'y a pas d'argent dans la maison. Après avoir dit ceci, son beau-père est violemment frappé et ses gémissements donnent froid dans le dos. D'ailleurs, l'agresseur ne s'arrête pas, il enchaîne dans une fureur noire avec le jeune Slade qui est brutalement passé à tabac également. Et enfin, c'est au tour de Brenda. Aucun n'aura eu la moindre chance pour défendre sa vie étant ligoté. Face à un marteau, ils n'ont pu que se voir mourir dans d'atroces souffrances. Alors évidemment, sur l'instant, Shasta ne réalise pas que l'attaque a coûté la vie d'une grande partie de sa famille. Seul son frère Dylan est encore en vie. L'agresseur se dirige vers les deux enfants encore vivants, mais ne leur réserve pas le même sort. Il les emmène à l'extérieur et les dépose sous un arbre dans la confusion la plus totale pour eux. Au même moment, la porte d'entrée s'ouvre brusquement. L'homme se retourne et aperçoit Slade qui tente de s'échapper. Ce qui est bien sûr hors de question. L'adolescent est rattrapé par son agresseur qui lui envoie une nouvelle salve de coups. Le garçon est à peine vivant quand l'homme s'éloigne de lui. Il s'écroule dans le gazon sous les yeux horrifiés de Shasta et Dylan, impuissants. Ils sont tous deux embarqués de force dans un véhicule qui s'éloigne de leur maison, et ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, mais vraisemblablement rien de bon. Slade, quant à lui, n'est pas mort. Il est grièvement blessé, mais parvient, avec ses dernières forces, à se hisser jusqu'à l'intérieur de la maison. Il passe le corps de son beau-père avant de s'écrouler aux côtés de sa mère où il rend son dernier souffle. C'est ce qui explique le sang à l'extérieur de la maison, mais aussi sur le corps de son beau-père, ainsi que les brins d'herbe à l'intérieur. La voiture roule durant plusieurs minutes, peut-être même des heures. En tout cas, elle parcourt plus de 150 km et quitte l'état de l'Idaho pour s'enfoncer dans les montagnes du Montana, l'état voisin. En plein milieu d'une forêt, le moteur du véhicule se stoppe. Enfin, l'homme en descend. Il sort les deux enfants également et se place devant eux avec son marteau en main. Il leur agite l'objet ensanglanté sous les yeux avant de leur dire froidement que c'est avec cette arme qu'il vient de tuer toute leur famille et ils ne reverront plus aucun d'entre eux parce qu'ils sont morts. L'individu semble heureux de faire cette déclaration comme s'il ressentait le besoin d'être sadique. C'est certainement pour cette raison qu'ils se sont retirés dans un endroit aussi isolé que cette forêt, perchée en pleine montagne, où il n'y a pas de passants et personne pour vous entendre crier.
L'homme force les enfants à se retrancher dans une petite cabane en bois lugubre. L'agresseur ne semble pas s'être calmé. Il renverse tous les objets qui lui passent sous la main, avant de passer sa colère sur le jeune Dylan, qu'il roue de coups. Ce psychopathe s'adonne à des jeux particulièrement malsains, comme ce jour où il agresse gratuitement le petit garçon, puis observe la réaction de sa sœur qui, naturellement, pleure et demande à ce qu'il stoppe cette violence. Simplement, lorsqu'elle le fait, l'homme reprend son acharnement à un degré plus élevé encore. Le ravisseur impose également une emprise psychologique sur Dylan et Shasta, en leur promettant que s'ils obéissent à toutes ses consignes, ils pourront repartir librement. Cette grossière stratégie de manipulation n'aurait peut-être pas fonctionné avec la plupart des adultes qui auraient compris qu'il y a anguille sous roche. Mais pour des enfants de 8 et 9 ans, dont les parents viennent d'être massacrés sous leurs yeux, la moindre lueur d'espoir pour quitter ce cauchemar est saisie. Ils suivent donc à la lettre ce que l'homme leur dit de faire. De toute manière, quel autre choix ont-ils? D'ailleurs, le ravisseur les force à écrire une lettre à destination du dernier membre de leur famille encore en vie, leur père, Steve, dans laquelle il est dit qu'ils savent pour la mort de Brenda, Slade et Mark, et qu'ils pourraient se retrouver bientôt. Cette lettre est conservée par l'homme qui ne l'envoie pas. C'est une nouvelle manipulation, plus subtile cette fois, pour faire croire qu'ils auraient une chance de retrouver la liberté. Mais au fur et à mesure que les jours s'écoulent, Shasta et Dylan commencent sérieusement à douter des intentions réelles de leur ravisseur, qui ne montre à aucun moment un quelconque remords pour ce qu'il a fait, ni aucun signe laissant penser qu'ils seront relâchés. Les deux enfants se soutiennent comme ils peuvent pour passer cette rude épreuve, non seulement sur le plan psychologique, mais également physique. L'homme leur fait ingurgiter de l'alcool, mais aussi de la drogue afin que ces deux victimes soient sous substance. Quand il est certain que ces psychotropes font effet, il raconte volontairement des horreurs à Dylan et Shasta pour les terroriser. Mais alors qu'il semble prendre un malin plaisir avec ce genre de pratique, et pensant certainement que la mémoire des enfants serait altérée, entre deux horribles phrases, il arrive qu'il se confie. Un point important, parce que la petite Shasta retient le maximum d'informations personnelles qu'il leur transmet. La petite fille de 8 ans comprend qu'elle et son frère n'ont pas beaucoup d'atouts dans leurs mains pour sortir vivants de cette situation. Mais puisque le ravisseur souhaite jouer sur l'aspect psychologique, Shasta décide d'entrer dans la partie. Elle se contente dans un premier temps d'écouter, aussi attentivement qu'elle le peut, malgré l'alcool et la drogue qui coulent dans ses veines. Plus ce genre de moments se produisent, plus l'homme semble se confier, et particulièrement à la fillette qui sent que son entrée dans le jeu est imminente. Il faut être courageuse, habile, et faire très attention aux mots qui seront employés, autrement, une mort brutale pourrait s'en suivre. Shasta prend la parole pour la première fois afin de créer un lien. Elle discute avec son ravisseur en lui posant des questions sur son passé, sur sa vie ou sa famille. Elle franchit une étape supérieure en lui montrant de l'affection. Elle est une présence pour l'homme qui apparaît très solitaire. Elle demande si elle pourra un jour rencontrer les membres de sa famille, s'il les lui présentera. Elle essaye à tout prix de prouver qu'elle ne se sent plus comme captive en sa présence, mais qu'elle est contente de se retrouver là. Évidemment, rien de tout ceci n'est vrai. Shasta n'a que deux objectifs en agissant ainsi. Gagner du temps et surtout, peut-être trouver enfin un moyen de s'échapper pour éviter de mourir comme sa famille. Cela fonctionne, l'homme s'apaise. Ses actes sont beaucoup moins violents, en tout cas en ce qui concerne Shasta. Un jour, le ravisseur emmène la petite fille pour l'attacher à un arbre non loin de la cabane où il réside. Puis, il va récupérer Dylan et s'en va plusieurs heures avec lui. Shasta est inquiète du sort qui peut attendre son grand frère et elle a bien raison d'être anxieuse. L'homme a conduit le garçon à une autre cabane isolée, où il lui a fait subir de nombreuses tortures des heures durant. À leur retour, Dylan est marqué par les coups qu'il vient de recevoir, et Shasta est attachée à cet arbre, impuissante. Elle n'a pas besoin de s'imaginer ce qu'il s'est passé tout ce temps. L'homme a tout filmé, et il lui montre son frère ligoté à une corde, suspendu et faisant office de sac de frappe. Dans cette vidéo, il est possible d'entendre le ravisseur crier « Le diable est là, mon garçon, et le diable aime voir des enfants souffrir et pleurer. » Cependant, le pire reste à venir. Après une énième manipulation de la part de l'homme laissant croire aux enfants qu'ils allaient être libres, Shasta et Dylan se réjouissent de la nouvelle. Ils s'enlacent et se tiennent main dans la main en étant dos à la cabane en bois, leur domicile de fortune depuis 1 mois à présent. C'est alors qu'une forte détonation retentit, puis une seconde. La main de Dylan s'échappe de celle de sa sœur qui voit son frère s'écrouler à côté de lui. En état de choc, elle reste immobile, les yeux écarquillés face à l'horreur qui vient de se produire.
Le ravisseur s'est à nouveau transformé en tueur et vient d'abattre le petit Dylan, âgé de 9 ans. L'homme l'a rejoint en courant, en larmes, expliquant que c'est un accident. Il n'a pas voulu tirer sur le petit garçon. Shasta ne le croit pas. Le deuxième coup de feu était clairement volontaire, mais l'homme indique que c'était pour mettre fin aux souffrances de Dylan. Le cauchemar continue lorsque l'homme demande à Shasta de l'aider à déplacer le corps de son frère, alors qu'il pourrait aisément le faire seul, afin de le placer sur un tas de bois pour y mettre le feu. Après 6 semaines de captivité, dans cette maisonnette perdue au milieu de nulle part, le ravisseur estime qu'il est temps de changer de lieu. Ce sera toujours dans les montagnes du Montana, mais à une altitude bien plus basse, ce qui signifie qu'il y a des promeneurs que la fillette peut apercevoir. Ces gens ne le savent pas, mais ils passent à quelques dizaines de mètres d'une petite fille enchaînée et captive depuis plus d'1 mois. Shasta est tentée de s'enfuir ou d'appeler à l'aide, mais la vigilance de l'homme s'est décuplée depuis qu'ils se sont rendus à cet endroit. Au moindre écart, elle sait qu'il ne lui fera aucun cadeau. Il lui ôtera la vie sans scrupule comme il l'a fait avec tous les autres membres de sa famille. Ce n'est pas le moment. La petite fille reste calme, obéit à tous les ordres et attend son instant. Une nuit, malgré la discipline dont a fait preuve Shasta, l'homme lui fait une horrible proposition. Au cours d'une simple discussion, il lui indique qu'il est temps pour elle de rejoindre les autres membres de sa famille, mais elle peut choisir par quel moyen cela va se produire. Une strangulation ou être abattue comme son frère. L'homme ajoute que dans ce second cas, sa mort sera bien plus rapide. Voilà un choix cornélien, mais même s'il y a une lueur d'espoir, il faut la saisir. Shasta réfléchit et décide d'opter pour l'étranglement, tout simplement parce qu'elle se dit qu'il y aura peut-être une ultime chance de dissuader l'homme de ce qu'il est en train de commettre. Après son choix, le ravisseur saisit une corde qu'il passe autour du cou de sa victime et serre. S'il faut trouver une solution, c'est maintenant. Dans quelques secondes, il sera trop tard. Shasta jette alors une dernière phrase à bout de souffle en disant « S'il te plaît, ne fais pas ça, Jet ». Ces mots, miraculeusement, font relâcher la tension qu'exerçait l'homme sur sa trachée, qui demande à l'enfant de répéter, ce qu'elle fait. Shasta vient de nommer son ravisseur par son surnom. C'est une des informations qu'elle avait glanées quand il se confiait les jours auparavant. L'homme se met alors à pleurer, puis renonce à tuer la petite Shasta, qui s'en sort in extremis grâce à un coup de génie au tout dernier moment. La fillette ne s'arrête pas, continuant de parler avec le ravisseur en lui demandant de la laisser vivre encore un peu plus longtemps, ce qu'il accepte finalement. Après ça, elle continue d'entretenir une relation amicale avec l'homme, malgré ce qu'il lui a fait subir, dans l'espoir qu'un événement en sa faveur se produise enfin. Mais au bout de 2 mois de captivité, toujours rien. Et puis voilà qu'arrive le samedi 2 juillet 2005. Ce samedi 2 juillet, un bouleversement se produit lorsque l'homme demande à Shasta si elle accepterait d'être son enfant. Une question que la fillette perçoit comme une brèche dans laquelle elle a bien l'intention de s'engouffrer, et elle dit que oui, elle sera sa fille désormais. La connexion qu'a créée Shasta avec son ravisseur depuis le début commence à porter ses fruits. Celui-ci pose une nouvelle question. Serait-elle d'accord de rencontrer sa mère? La fillette accepte toutes les requêtes de l'homme, bien entendu. Elle n'a que faire de rencontrer sa mère, mais cela a le mérite de la conduire à un endroit où il y a du monde qui pourrait la reconnaître. En réfléchissant, Shasta trouve même une meilleure idée. Elle explique à l'homme qu'elle aimerait beaucoup lui montrer l'endroit où elle a grandi, celui où son meilleur ami habite, et où elle s'amusait étant plus jeune. Ainsi, elle augmente drastiquement ses chances d'être reconnue par une personne qui la connaît et pourrait donner l'alerte. Elle insiste en disant que cela lui tient à cœur parce qu'elle apprécie être avec l'homme et il doit connaître ces endroits. Ce dernier accepte d'aller à tous ces lieux qui se trouvent au cœur d'Allen, une petite ville dans l'Idaho. En route pour se rendre à leur destination, l'homme fait un arrêt à une station-service équipée d'un magasin ouvert 24 heures sur 24. Comme si de rien n'était, il rentre avec Shasta dans l'établissement avant d'en ressortir tranquillement. Durant tout le temps de leur présence, la fillette espère qu'une personne la reconnaîtra, mais ce n'est pas le cas. Elle garde son calme cependant. Il y aura sûrement une autre occasion. C'est pour ça qu'elle ne crie pas, qu'elle ne court pas, et qu'elle laisse les choses se dérouler, d'autant plus qu'elle ne semble pas en danger pour le moment. Son ravisseur lui demande si elle est affamée et si elle souhaite manger un morceau. Voilà une nouvelle occasion de s'en sortir peut-être. Shasta dit qu'effectivement elle a faim, et l'homme lui propose de se rendre dans un restaurant de la chaîne Denny's qui se situe dans la ville de Coeur d'Allen. C'est une opportunité en or, même meilleure que celle de la station-service.
Déjà parce qu'ils seront installés au milieu de nombreuses personnes. Cela offre une certaine sécurité à la fillette, mais surtout, cela augmente les chances pour elle d'être reconnue. Ensuite, en s'installant dans un restaurant, en étant immobile bien plus longtemps qu'à la station-service, là encore cela permet d'être plus facilement identifié pour Shasta. Quand ils arrivent au restaurant, Shasta est à l'affût. Dans l'entrée, elle remarque son affiche mentionnant sa disparition. Elle espère que son ravisseur ne l'apercevra pas, cela risquerait de lui faire peur. Il ne remarque rien. C'est une excellente nouvelle, malgré tout cela fait plus de 7 semaines qu'elle a disparu. Est-ce que quelqu'un la reconnaîtra? En passant l'entrée, la fillette remarque qu'un homme au milieu de son groupe d'amis l'observe avant de hocher la tête pour les alerter. Est-il reconnu? Peut-être. En tout cas, il se dirige vers le comptoir comme si de rien n'était et semble discuter avec l'une des serveuses. Shasta et l'homme sont installés à la table 20 du restaurant qui est aussi celle dont est responsable Amber Dean, la femme que le jeune homme est allé voir quelques minutes auparavant. Elle fait son travail et s'approche de la table. Elle reconnaît aussitôt Shasta. Elle voit le comportement curieux de la petite fille aux côtés de cet homme et comprend que la situation est étrange. Puisqu'elle ne sait pas comment pourrait réagir l'homme qui se tient aux côtés de la fillette, elle se contente de prendre leur commande, mais aussitôt de retour à l'arrière du restaurant, elle signale à sa supérieure hiérarchique qu'elle a reconnu l'enfant disparu. Pour ne pas alerter le ravisseur, elle insiste pour que sa directrice la croie sur parole et appelle la police, ce qu'elle fait. Le 2 juillet 2005, les autorités reçoivent enfin cet appel tant attendu qui relance l'enquête. Yeah, hi, Francis. The manager at DNA's. Yeah, I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like this. Okay, are they still in the building? Yeah, they're at table 20. D'autres personnes également dans le restaurant ont remarqué la présence de la petite fille et ont aussi appelé la police. Il n'y a aucun doute. L'enfant qui a disparu 2 mois auparavant vient de réapparaître. Des agents sont envoyés au restaurant, mais il vaut mieux qu'ils se hâtent. Le repas est fini et il semblerait que le ravisseur soit prêt à partir. Amber, la serveuse de la table, décide alors de gagner le maximum de temps possible en expliquant qu'il y a un problème technique avec la machine délivrant les additions. Discrètement, d'autres personnes du restaurant se rapprochent de la porte d'entrée pour l'empêcher de quitter le bâtiment s'il décidait de s'en aller tout de même. Un acte courageux lorsque l'on sait de quoi il a déjà été capable par le passé. Mais ils n'auront pas à risquer leur vie ou celle de la jeune fille. Le stratagème de la serveuse est suffisant pour gagner du temps et la police débarque dans le restaurant. Sans tarder, les policiers se rendent à la table numéro 20 où ils demandent le nom de la petite fille. Elle annonce qu'elle s'appelle Shasta Grony et son ravisseur est placé en état d'arrestation. Le cauchemar de la fillette vient de prendre fin, mais l'enquête est loin d'être terminée. Immédiatement après son sauvetage, Shasta indique que l'homme qui se trouvait à ses côtés n'est autre que l'assassin de toute sa famille. Les policiers l'identifient rapidement comme Joseph Edward Duncan, un homme de 42 ans particulièrement dangereux au passé criminel déjà bien fourni. À l'âge de 15 ans, il avait déjà agressé sexuellement une fille. À 17 ans, alors qu'il n'est pas majeur, il écope d'une peine d'emprisonnement de 20 ans après une agression sur un garçon de 14 ans. Il bénéficie d'une libération conditionnelle en 1994 après avoir purgé 14 ans de sa peine. En 2005, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour avoir escroqué un ami médecin à lui de 15 000 $ en faisant croire qu'il avait besoin de cet argent afin de payer sa caution, mais il a préféré s'évaporer dans la nature avec la somme. La police se concentre sur le véhicule de Joseph Duncan, la Jeep rouge qu'il conduit, et découvre que celle-ci est en réalité volée auprès d'un magasin de location de voitures dans le Minnesota. Pour ne pas se faire repérer, l'homme avait changé les plaques d'immatriculation. Avec ces premiers renseignements, les enquêteurs essayent de faire parler leur suspect, mais ils s'emmurent dans le silence. Pour avancer rapidement et retrouver le petit Dylan, les enquêteurs sont obligés de se tourner vers Shasta qui a été transporté à l'hôpital entre-temps. C'est là-bas qu'ils apprennent que le petit garçon n'est malheureusement plus de ce monde. La fillette raconte alors tout ce qu'elle a vécu. Les moments de torture, les diverses agressions sexuelles et l'emprise psychologique à laquelle elle était soumise avec Dylan. Shasta insiste sur un point. Joseph Duncan était un inconnu pour la famille. Personne ne le connaissait. Ce qui stupéfait les policiers, qui étaient persuadés que le tueur avait nécessairement un lien avec la famille. Mais ce n'était pas le cas. Tandis que les enquêteurs pensent avoir récolté suffisamment d'éléments pour partir à la recherche de la dépouille du frère de Shasta, celle-ci dévoile des confidences que son ravisseur lui avait faites. La mâchoire des enquêteurs se décroche.
La fillette avait écouté attentivement le moindre mot que Joseph Duncan avait bien décidé de lui dire, et elle avait tout enregistré. Celui-ci aurait avoué à l'enfant plusieurs autres meurtres particulièrement violents qu'il aurait détaillés sans scrupule pour faire peur à Shasta. Mais dans un premier temps, il faut retrouver le corps du petit Dylan. Puisque le suspect ne parle pas, l'intérieur de sa voiture est analysé. L'état de la voiture laisse penser qu'elle a été conduite sur un terrain non goudronné, voire même boueux. À l'intérieur, du matériel de camping, un GPS, des cartes routières, un ordinateur portable sont découverts. Mais ce qui intéresse les enquêteurs, ce sont les colliers de serrage, le ruban adhésif, la corde, du matériel pour créer des vidéos, et bien sûr, un fusil à canon scié. Dans la caméra retrouvée se trouvent bien entendu les moments terribles que Shasta et Dylan ont passés avec leur agresseur. Des vidéos particulièrement difficiles à voir pour les enquêteurs, pourtant expérimentés. Le lendemain, le dimanche 3 juillet, les policiers découvrent la cabane dans le Montana qui fut la première planque où Joseph Duncan avait maintenu captifs les enfants. Mais aucun corps de Dylan. Ce n'est que le lendemain encore, le lundi 4 juillet, que les restes de l'enfant sont trouvés par une équipe du FBI à l'endroit de la seconde planque. Les éléments s'accumulent, permettant ainsi aux policiers de se rendre à nouveau auprès de leur suspect, mieux armés, pour le convaincre de parler et finir de bien ficeler leur dossier avant de l'envoyer devant un tribunal. 4 jours après son arrestation, Joseph Duncan se met à table s'agissant des meurtres de la famille Groening. L'homme reconnaît qu'il a une méthode particulière pour repérer ses futures victimes. Il conduit aléatoirement dans des quartiers résidentiels en observant simplement les maisons où se trouvent des enfants. Lorsqu'il est satisfait des cibles, il marque sur son GPS l'emplacement de la maison avant de s'en aller pour ne pas attirer l'attention sur lui. Malheureusement, un jour, Joseph Duncan est passé devant la maison des Groening où il a vu Shasta s'amuser avec son frère Dylan dans le jardin. À ce moment, il a su qu'il passerait à l'attaque à cet endroit. C'est donc effectivement un complet inconnu qui a sévi. Il n'a aucun lien avec ces gens. C'est alors que la suite de son plan s'enclenche. Des jours durant, il se place à bonne distance de la maison, au niveau des bois pour plus de discrétion, et observe tranquillement le moindre mouvement. Il sait dorénavant où se trouve la chambre des enfants, celle des parents et comment est agencée la maison. Il y a un petit souci cependant. La famille possède un chien, un pitbull qui monte la garde et aboiera immédiatement si l'homme approche de la propriété. Mais là encore, Joseph Duncan est ingénieux, puisqu'il nourrit régulièrement le chien de la famille quand il se trouve à l'extérieur avec des friandises. Dès lors, au moment de pénétrer dans la maison, il ne sera pas repéré. Il semble que cet homme démoniaque ait absolument pensé à tout. Ce qui n'est pas réellement une surprise, parce qu'avec ses nombreuses arrestations, il a fini par connaître les procédés de la police. Par exemple, quand il s'est introduit dans la maison de la famille, il portait des chaussures plus grandes que sa pointure normale afin de déstabiliser l'investigation. Évidemment, il était équipé de gants et de tout artifice empêchant de remonter jusqu'à lui. Pour s'assurer que les parents coopèrent et ne se battent pas pour sauver la vie de leurs enfants, au moment de l'intrusion, Joseph Duncan annonce qu'il est là pour voler les armes se trouvant dans le grenier. Ce n'est pas vrai, mais en disant ceci, les personnes sont immédiatement plus coopératives, pensant qu'il s'agit uniquement d'un cambriolage. Mais après avoir ligoté tout le monde, il est clair que ses intentions sont tout autres, ce qui donnera lieu au massacre inhumain dans cette maison. S'il n'a pas utilisé son fusil pour abattre Brenda, Slade et Mark, c'est tout simplement pour éviter de faire énormément de bruit et alerter le voisinage en pleine nuit. Ensuite, il a volé une camionnette appartenant à Brenda et Mark, a fait quelques mètres pour s'éloigner de la maison avec les 2 enfants à l'intérieur, et l'a garé sur le terrain du voisin qui s'en rendra compte le lendemain matin. Voici des aveux complets, exactement ce dont avaient besoin les policiers. Il y a quelques zones d'ombre tout de même. D'abord, l'arme du crime ne sera jamais retrouvée, les avocats de Joseph Duncan déconseillant à ce dernier d'en révéler l'emplacement. Ensuite, les impacts de balles trouvés sur la voiture familiale des Groening n'ont pas d'explication non plus. Mais peu importe, avec les aveux, il sera difficile pour Joseph Duncan d'échapper à la justice. Simplement, la tuerie de la famille Groening n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que Joseph avait déjà frappé. En 1994, souvenez-vous, il est libéré de prison grâce au dispositif de libération conditionnelle. 3 ans plus tard, le vendredi 4 avril 1997, il repère un jeune garçon de 10 ans, nommé Anthony Martinez, qui joue avec des amis à Beaumont, en Californie. À l'aide d'un couteau, Joseph Duncan menace l'enfant et le capture. Des jours durant, les autorités recherchent celui-ci
et le retrouve finalement le 19 avril à 1 heure de route de la ville de Beaumont, en plein milieu d'une forêt. Malheureusement, le petit Anthony Martinez n'est plus en vie. Plus d'une décennie s'est écoulée quand Joseph Duncan, le 19 juillet 2005, avoue le meurtre du petit Anthony Martinez. Mais à la stupeur des enquêteurs, ses aveux continuent et il reconnaît 2 meurtres supplémentaires, toujours non résolus, ceux de 2 fillettes de Seattle disparues en 1996. Carmen Cubias, âgée de 9 ans, et Samiro White, 11 ans, ont été enlevés à proximité de leur domicile. Leurs dépouilles n'ont été retrouvées que 1 an et demi plus tard, à nouveau en plein milieu d'une forêt, signature des crimes de Joseph Duncan. Le lundi 16 octobre 2006, Joseph Duncan plaide coupable du meurtre avec préméditation des membres de la famille Grony, ainsi que de l'enlèvement et la séquestration de Shasta et Dylan Grony. Pour ces crimes, il est condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais le 27 août 2008, un grand jury fédéral se prononce en faveur de la peine de mort. Celle-ci devient donc effective et Joseph Duncan rejoint le couloir de la mort. Il sera reconnu coupable du meurtre d'Anthony Martinez et condamné à une peine d'emprisonnement à vie qui se cumule avec la peine capitale déjà prononcée. Dans les cas de Carmen Cubias et Samiro White, sa culpabilité n'a pas pu être démontrée malgré ses aveux. Joseph Duncan meurt le 28 mars 2021 à l'âge de 58 ans, non pas suite à son exécution, mais d'une tumeur cérébrale devenue incurable. Un véritable psychopathe, dont les victimes auraient pu être bien plus nombreuses sans le courage dont a fait preuve Shasta bien sûr, mais aussi son frère Dylan, qui ont résisté aussi longtemps que possible à ce fou. Shasta, même si elle a vu la mort en face, a su trouver les ressources pour vaincre un adversaire extrêmement dangereux en retournant le harcèlement qu'elle subissait à son avantage. Une affaire terrible, mais avec une histoire de survie incroyable. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.